Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Jérém Rache. Il est humoriste. Il se produit donc à Paris, à la Divine Comédie. Son spectacle s'appelle Pourquoi pas et c'est coécrit avec Brigitte Blanc. Bonjour Jérém. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde, comment ça va? Impeccable, super. Alors, pour commencer, parle-moi de ton parcours. Oula. Alors j'ai commencé le théâtre à 8 ans j'étais dans une école où on a fait du théâtre et on m'a fait jouer le curé de Cucugnan et je suis tombé amoureux du théâtre et par la suite j'ai commencé le théâtre en amateur à Saint-Laurent-de-la-Salanque à côté de Perpignan là où j'ai grandi j'ai très vite compris que c'était un petit peu mon domaine de prédilection et que je voulais en vivre. Donc, parents oblige, j'ai quand même passé un bac. J'ai intégré une école d'audiovisuel dans le sud de la France. Je suis devenu assistant de production. Quand on m'a proposé un CDI, je me suis barré, je t'avoue. Et c'est là où j'ai décidé de vivre de ma passion et je me suis mis à 200% dans l'écriture et dans ce monde-là, dans cet univers-là du théâtre et du one-man. D'accord. Alors, au niveau de Pourquoi pas, fais-nous le pitch rapidement. Pourquoi pas, c'est un spectacle qui est un petit peu plus fou, un petit peu plus déjanté, un petit peu plus moi. C'est un spectacle qui parle de l'acceptation de soi, c'est entre humour et sensibilité. C'est un spectacle où on rigole beaucoup, on réfléchit un petit peu et où on est ému. D'accord. Et c'est coécrit avec Brigitte Blanc. Alors, présente-nous Brigitte Blanc quand même. Alors, Brigitte Blanc, c'est la veuve du chanteur Gérard Blanc du groupe Martin Circus. En fait, moi, j'ai rencontré Brigitte sur mon premier festival d'Avignon en 2018. Et en fait, pour la petite histoire anecdotique, l'année où je rencontre Brigitte, moi, j'ai un spectacle qui s'appelle One Man Show où je fais énormément de personnages, mais où il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas tout ça dans ce spectacle-là. Brigitte vient le voir par le biais de copains en commun. Et elle me fait un retour catastrophique du spectacle en me disant tu le vendras jamais, c'est de la merde, c'est plus au goût du jour, il faut rajouter de l'émotion, il faut rajouter un fil rouge, il faut parler de ta vie et tout ça. Et elle me dit on travaillera jamais ensemble, ça m'intéresse pas. Et en fait je lui réponds tu devrais pas me dire ça, on finira par bosser ensemble. Et j'ai cravaché, j'ai écouté ses retours. Quelques mois après, donc fin 2018, je me retrouve en showcase au Théâtre du Marais à Paris. Brigitte vient voir le spectacle et elle me dit ok, t'as compris ce que je voulais te dire, alors on y va ensemble. Et en fait on a écrit dans un premier temps Sacrée Famille, qui était une version modifiée de One Man Show qu'on a emmené au Beau Saint-Martin et qu'on a amené à Avignon de nouveau. Et c'est pendant le festival d'Avignon en 2019 où je me dis écoute, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de sortir complètement du personnage, de parler de ma vie, de partir sur un spectacle plus personnel, mêlé entre humour et sensibilité. Est-ce que tu me suis? Parce que bon, elle avait déjà dépensé quand même des milliers d'euros pour le développement de Sacrée Famille. Et là, je lui demandais de redépenser des milliers d'euros, de nouveau, de repartir à zéro, quoi. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Je dis est-ce que tu es d'accord? Et en fait, sa seule réponse, ça a été on va enfin pouvoir commencer à bosser. Et c'est génial, c'est une chance de dingue, j'ai une chance de fou, et c'est une femme qui est exceptionnelle. Faut savoir que Brigitte, elle a été, avant d'être productrice de musique et l'épouse de Gérard Blanc, Brigitte, elle est script docteur de base. C'est-à-dire que son travail, c'est vraiment l'écriture, c'est vraiment de retravailler des scénarios. Elle a travaillé 20 ans en télé, et en fait, c'est vraiment pour ça qu'on a collaboré ensemble. C'est vraiment par rapport à ce travail d'écriture et de script docteur. D'accord, une belle histoire. Est-ce que tu as des mentors dans le domaine du spectacle? Ouais, il y en a plein des mentors. Il y en a énormément. Un des premiers mentors, les deux premiers mentors que je pense là de suite, c'est quand même Coluche et DeVos, qui sont quand même des mentors, je pense, intemporels. Derrière, je pense bien évidemment à Palma de la Rock. J'ai grandi moi avec justement ces pièces-là de ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se re-aiment. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux moi de ils se sont aimés et du jeu et de l'écriture de Palma et Robin, parce que c'est eux deux qui ont écrit ces pièces-là. Bien évidemment Robin, on va prendre aussi Foresti, Gad Elmaleh, bien évidemment, on a pas mal de mentors. Je pense que c'est important de regarder un petit peu ce qui se fait un peu partout. Au niveau de l'écriture, quand tu écris tes spectacles, tu te mets dans quelle situation? Tu écris avec de la musique à côté? T'as des porte-bonheur? Comment ça se passe? Je vais pas te mentir, j'ai écrit ce spectacle en chialant.
tu vois. Ah ouais, d'accord. Alors c'est assez rigolo parce que les techniques ont un peu évolué. Au tout début, quand j'ai écrit le premier spectacle, je savais pas trop ce que j'avais envie de dire, je savais pas exactement sur ce que je voulais partir, et on a écrit beaucoup de personnages. À l'époque, sur One Man Show, j'ai écrit, il y avait 7 personnages qui s'entremêlaient, et en fait, je suis allé m'inspirer de ma vie personnelle, des personnages qui m'entourent chez moi. Je suis allé aussi beaucoup dans des PMU, écouter les conversations un peu de comptoir. C'est comme ça que j'ai travaillé pour le premier spectacle. Pour le troisième spectacle, qui est Pourquoi pas, ça a été complètement différent parce que j'ai décidé de partir sur quelque chose de beaucoup plus personnel, de parler de ma vie, et il a fallu faire une énorme introspection. Et c'est vrai que j'ai écrit ce spectacle pour rien te cacher la nuit. Je travaille énormément la nuit. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai plus d'inspiration la nuit, j'ai l'impression. Donc j'ai beaucoup écrit la nuit et j'ai écrit une bonne partie du spectacle en pleurant, et tout simplement parce que je pense que pour rendre quelque chose de comique, il faut aller chercher là où ça fait mal. Bah oui, oui, tout à fait. Il faut savoir toucher là où ça fait juste, quoi. C'est ça. La sincérité, je pense que c'est ce qui est dit un petit peu parfois en presse et par le public, que ça déborde de sincérité, et je suis content de ça parce que c'est vraiment un spectacle que j'ai écrit avec le cœur, et qu'on a bien travaillé avec Brigitte, et on a beaucoup rigolé. Malgré que j'ai beaucoup pleuré, on a énormément rigolé avec elle. Alors tu me donnes l'enchaînement, justement, le public. Quelle identification il a, ce public? Ce sont des femmes, ce sont des hommes, on vient en famille? Bah écoute, j'ai un public pour le coup qui est hyper familial. C'est-à-dire que j'ai un public qui va de 12 ans à 99 ans, si je puis dire. J'ai des hétéros, j'ai des homos. C'est un public vraiment qui est familial, ouais, où on a tout le monde. On a tous ceux qui ont envie de se marrer, qui viennent voir le spectacle. Je pense que le spectacle, il fait du bien en ce moment. On arrive au bon moment, malheureusement, avec le Covid, parce qu'on est sur un spectacle, justement, sur l'acceptation de soi, sur le fait de s'écouter. Je cite Bouddha dans le spectacle qui dit: celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui est maître du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, le fait de s'écouter, ça parle à énormément de personnes. Et j'ai l'impression que ce spectacle fait du bien. Du moins, c'est ce qui nous a en retour pour l'instant par le public et par la presse. Alors, justement, tu prends du temps pour discuter avec ton public, ou comment ça se passe? Ça se passe sur les réseaux sociaux? Ça se passe après le spectacle? Alors toujours, c'est-à-dire qu'on prend toujours le temps de parler avec le public, notamment à la fin du spectacle. Je suis toujours à l'extérieur de la salle, directement. Je sors de scène, je suis directement dehors pour parler justement avec les gens. Il y a certaines personnes, notamment à Paris, on est sur des petites salles à Paris, donc on va boire un coup. Des fois, ça nous arrive d'aller boire un coup avec certaines personnes du public, et également après sur les réseaux sociaux, on est très réactifs. Donc moi, je suis assez proche de mon public et je trouve que c'est important. Ça fait partie du jeu. Je suis proche, bien évidemment, dans la limite du raisonnable, mais ouais, ça fait partie du jeu d'être présent, notamment à la fin des spectacles. Et on sait, selon les salles où on est, quand on est sur des grosses salles, des fois, il se peut que le fait d'être devant la salle avec les gens soit bien plus long que le spectacle. De temps en temps, ça arrive. Comment tu te projettes dans un an? Je me projette pas. Je t'avoue que je suis quelqu'un je me projette pas. Je vis au jour le jour. Je suis quelqu'un de très anxieux, et du coup, j'essaie de vivre l'instant présent réellement, et j'ai arrêté de voir plus loin. Aujourd'hui, je m'amuse. On est actuellement à Paris jusqu'au 5 avril tous les mardis. On est en tournée en même temps. On sait qu'on fait le Festival d'Avignon en juillet. On sait qu'on a une 50aine de dates devant nous. On a déjà des dates pour la saison prochaine, mais je fais déjà ce qui est là, et on verra. Je m'amuse. J'ai la chance de faire un métier. Je vis de ma passion. Je m'amuse tous les jours, malgré les difficultés de ce métier, bien évidemment. Mais je m'amuse énormément, et je pense que le jour où je m'amuserai plus, je ferai autre chose. Donc, si tu veux, j'essaye de pas me projeter. Voilà. Je prends ce qu'il y a à prendre, et pour l'instant, on est là. On a les quelques mois qui arrivent, et c'est très bien comme ça, et on verra après. Alors, est-ce que tu as prévu un enregistrement de DVD, par exemple, du spectacle? On a des captations du spectacle. Maintenant, on va pas se mentir, on est sur du développement. Je ne suis pas connu, je suis pas une tête d'affiche. Aujourd'hui, il y a certaines presses qui nous disent qu'on n'est pas assez bankable, et c'est tout à fait normal. Je suis personne. On est en train de développer tout ça. Faire un DVD du spectacle, tu fais un DVD quand tu as fait une tournée française énorme avec des zéniths, et que tu as vraiment percé, si je puis dire. On n'en est pas du tout là. On a des captations du spectacle, et bien effectivement, on garde pour nous et pour les professionnels qui veulent acheter le spectacle et qui ne peuvent pas se déplacer sur les dates de tournée ou ailleurs.
et aussi pour sortir des extraits du spectacle. Maintenant, à aujourd'hui, un DVD du spectacle pour le public mis en vente, non, on l'a pas. Alors tu disais justement que pourquoi pas c'était se recentrer sur soi un petit peu, essayer de savoir un petit peu qui on était. Le spectacle t'a permis effectivement de mieux te trouver? Ah oui, ah bah ça a été une thérapie. Hein. On va pas se mentir. Je pense que les trois spectacles, en fait, pourquoi pas, si tu veux, c'est l'aboutissement des deux précédents. Euh, One Man Show, je livrais des messages au travers de personnages. Sacrée Famille, Brigitte m'a amené à parler un petit peu plus de moi et pourquoi pas, j'ai dit ok, on arrête de se voiler la face derrière des personnages et on fonce et on fonce. Clairement, je pense que ces trois spectacles, oui, ça a été une forme de thérapie pour moi et de comprendre un petit peu qui j'étais et de m'écouter. Je pense qu'il y a encore du travail, hein, j'ai que 28 ans, je connais pas tout sur la vie, mais en tout cas, oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça c'est clair que ça a été comme une thérapie et mon psy en est très content d'ailleurs. Est-ce que t'as un livre que tu as lu qui a changé ta vie? J'en ai lu beaucoup, j'ai lu pas mal de philosophes, je me suis un peu renseigné. Euh, un livre en particulier qui a changé ma vie, non. Par contre, j'aime bien écouter les gens, les expériences personnelles de chacun. Euh, donc c'est important, je pense, de pas rester dans son cocon et de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs et ce qui se dit ailleurs et se questionner quand on se pose des questions. Tu vois, Bouddha, quand on a écrit le spectacle, on a vraiment lu beaucoup de choses sur Bouddha, sur la bienséance, sur le fait d'être bien avec soi-même, les accords Toltec, tout ça. Donc c'est important de s'imprégner de tout ça. Ouais. Tu le ressens au niveau de ton public, ce besoin de zénitude? Au niveau du public, je ne sais pas. Maintenant, je sais que j'ai un public qui est bienveillant. J'ai un public qui est dans l'écoute de ce que je dis et j'ai un public qui me dit que ça fait du bien. Donc, donc ouais, j'ai l'impression que le spectacle il chamboule. Hein, on finit le spectacle sur un très beau moment d'émotion où je gerbe un peu mes tripes et, et ça fait du bien. Donc ouais, j'ai l'impression que le spectacle fait du bien. Allez, je vais te poser la question effectivement que je pose à tous mes invités. C'est le marqueur des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Très bien. Tu poses des questions pertinentes. T'es à l'écoute et tu laisses un bon temps de parole. C'est bien. Merci. Au niveau de l'écriture, je reviens sur l'écriture. Est-ce que quelque part, effectivement, tu as froissé beaucoup de feuilles? Est-ce que quoi? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que tu as froissé beaucoup de feuilles? Froisser beaucoup de feuilles? Oui, on en froisse beaucoup. C'est-à-dire qu'un spectacle, ça s'écrit pas comme ça. On écrit. En fait, Brigitte m'a laissé. C'est un petit peu compliqué l'écriture au début parce que j'avais jamais écrit en fait sur ma vie. J'avais écrit des personnages, donc tu vois, c'était une écriture totalement différente. Et Brigitte m'a dit, écoute, écris tout ce qui te passe par la tête et on verra. Elle me dit, ne pense pas à une structure, ne pense pas à un enchaînement, juste écris sur des thèmes qui font du bien et sur ce que tu as envie d'écrire. Donc j'ai énormément écrit et une fois qu'on a eu on a eu une vingtaine, une trentaine de pages, on est venu, enfin Brigitte est venue dire, ok, on va parler de ça on va le mixer avec ce truc-là et on a créé une structure et un enchaînement logique du spectacle. Maintenant, oui, froisser des feuilles, on en froisse tous les jours parce que un spectacle vivant, ça évolue tout le temps. Et Muriel Robin disait juste quand elle parlait de son spectacle et elle disait un spectacle est terminé le jour de sa dernière. Ah oui. Est-ce que tu as eu le syndrome de la page blanche? Le fait justement de ne pas savoir ce que tu allais écrire? Ouais, souvent. Souvent, hein, quand on se lance dans l'écriture, c'est toujours très compliqué de se dire bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, chacun a sa méthode de travail, et c'est vrai que moi, je suis incapable de dire, tu vois, par exemple, de me dire, tiens, jeudi de 10h à midi, voilà, je me fous sur une table et je vais écrire. Ça, j'en suis incapable. C'est-à-dire que moi, ça me vient à des moments. Il y a des moments où je vais être chez moi, j'en sais rien, en train de faire du ménage, et d'un coup, hop, je vais avoir une idée. Bon je vais tout poser, je vais me foutre à écrire, et là, je peux écrire pendant 2 heures, 3 heures. C'est vraiment chacun sa méthode, mais ouais, après, ça va être aussi, tu vois, des fois, on va lire un article, et on va se dire putain, ça, il faudrait qu'on le rajoute dans le spectacle. Donc là, de suite, on écrit et on écrit dessus. C'est vraiment différent l'écriture, mais oui, le syndrome de la page blanche, on l'a tous. En fait, je pense que les moments où tu te dis, putain, il faut que j'écrive, tu n'y arrives pas. Donc, donc c'est un peu, on y passe tous.
Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on fait un spectacle? De faire rire les gens ou de les émouvoir? Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire que y a des gens qui sont extrêmement doués pour faire rire les gens, il y en a d'autres qui sont extrêmement doués pour les faire pleurer. Euh, je pense que c'est une question de sincérité du comédien qu'on a sur scène et de ce qu'il a envie de nous donner. Moi, dans mon premier spectacle, j'avais envie de faire rire avec du personnage, on l'a fait. Euh, dans celui-ci, on a envie de faire rire, on a envie d'émouvoir et on le fait. Ça dépend juste ça dépend de chacun. Je pense maintenant quand même que faire rire, c'est un des métiers les plus compliqués du monde, d'arriver à faire rire une salle. Euh, donc chapeau à tous ces comédiens et on est nombreux à en vivre et on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de rire, le rire est salvateur et aujourd'hui plus que jamais, je pense qu'on en a besoin. Ouais. Et puis j'aimerais qu'on parle également de ton attaché de presse, donc Charlotte. Comment la rencontre s'est faite? Oh là là, avec Charlotte. Écoute, en fait, en 2019, quand Brigitte m'a dit qu'on travaillait ensemble, qu'on fonçait, moi j'avais jamais eu d'équipe. C'est-à-dire que moi au début, j'avais une boîte de production dans le sud qui s'occupait de me faire mes contrats. J'avais un metteur en scène et je travaillais avec ma maman qui avait pris le rôle de manager. Et en fait, je me suis séparé de cette équipe quand j'ai signé avec Brigitte. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, c'est la première fois où je suis monté un petit peu avec mon sac à dos et je me retrouve avec Brigitte, une attachée de presse, un photographe. C'était un petit peu dans un autre monde. Et en fait, j'ai rencontré Charlotte sur un shooting photo. Et je la connaissais absolument pas. Et en fait, moi, on faisait l'affiche du spectacle. Et Brigitte me dit, bah tiens, je te présente Charlotte Calmel, ton attachée de presse. Donc j'étais en mode, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on s'est pris un énorme fou rire avec Charlotte parce que j'avais un personnage qui s'appelait Kimberley dans mon spectacle avant, qui était une bimbo qui faisait des tutos sur Internet et qui était avec une perruque blonde et un foulard léopard. Et en fait, Charlotte est arrivée ce jour-là avec une veste, si je dis pas de bêtises, léopard. Et Charlotte est blonde. Et donc du coup, on s'est regardé, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se ressemble? Parce que moi, j'étais préparé comme ça. Et en fait, on a énormément rigolé. Et en fait, Charlotte, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui fait un travail de dingue, qui se démène pour les artistes, qui est profondément humaine, qui se remet énormément en question, qui est dans la bienveillance, qui pèse ses mots, qui sait prendre le rôle aussi de maman quand on a besoin d'être réconforté, qui sait gueuler quand il faut gueuler, et qui fait son travail avec passion. Et c'est quelqu'un qui m'a jamais lâché depuis 2019, qui a toujours été à l'écoute, et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et en fait, j'ai de la chance de travailler. Je travaille qu'avec des femmes, avec Brigitte Blanc, avec Charlotte, avec ma maman aussi qui est toujours dans l'équipe. Et en fait, je dis tout le temps, je dis souvent on quand je parle de la scène et des dates qu'on fait, parce que on me dit mais tu es tout seul sur scène. Oui, je suis tout seul, mais derrière en fait il y a une bonne équipe et ces femmes de l'ombre, elles sont si ce n'est plus importantes que moi. Et ta maman, justement, qui était ton producteur, la personne qui veillait sur toi, quel regard elle porte maintenant, effectivement, sur le Jérém Rache qui a évolué? Alors, c'est très rigolo la relation que j'ai avec ma mère aujourd'hui parce que ma mère travaille toujours avec nous. Hein. C'est resté l'intendante, c'est-à-dire celle qui gère toutes les dates entre Lyon et Bordeaux et dans le sud. Et en fait, si tu veux, avec ma mère, on a une relation on est extrêmement fusionnelle. Quand on est au travail, on ne s'est jamais pris la tête. À partir du moment où je rentre à la maison, je redeviens l'enfant. Donc elle redevient ma maman et c'est voilà. Si tu veux, c'est très bizarre. On est très complices. On se dit tout. Ouais, on se dit tout. Il n'y a pas de secret. Il y a pas de. Elle s'entend très bien avec Charlotte et Brigitte. Et heureusement parce que sinon de toute façon il fallait que l'équipe s'entende bien. C'est une équipe de travail comme ça. Il y a des mois complets où on vit tous ensemble 24/24 quand on est en tournée ou quand on est sur le festival d'Avignon. C'est hyper important que l'équipe puisse bien se parler et s'entendre bien. Et je pense que ces trois femmes qui m'entourent se complètent bien. On a la même manière de fonctionner, la même manière de vivre et la même manière de dire les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de non-dit, on se dit tout et
Et si on a envie de se dire, tu m'emmerdes, on se dit tu m'emmerdes. Et 5 minutes après, s'il faut parler de boulot, on parle de boulot et tout est oublié. Voilà, c'est important. Aujourd'hui, ma mère, je pense qu'elle est fière. Je t'avoue que c'est un peu, tu me poses une colle parce qu'on n'en parle pas trop. Je pense qu'elle est contente. Je pense elle a eu extrêmement peur quand j'ai commencé dans ce métier-là, parce qu'elle l'a connu quand elle était un petit peu plus jeune, par le biais d'amis et tout ça. Et je pense qu'elle a eu un petit peu peur et en fait, on a découvert ce métier-là ensemble et on a avancé pas à pas jusqu'à finir avec Brigitte et où Brigitte nous a dit non, ta mère reste dans l'équipe, donc on avance tous ensemble main dans la main. Allez, je vais te poser ma dernière question. Au niveau de ton premier cachet, quand tu as eu ton premier cachet, qu'est-ce que tu t'es acheté en premier? Alors, je t'avoue que je ne me suis rien acheté quand j'ai eu mon premier cachet. Je t'explique pourquoi. En fait, moi, quand j'ai refusé mon CDI, j'avais travaillé quand même beaucoup sur des saisons estivales. Et en fait, j'avais le droit à 1 an et demi de chômage. Et donc, le deal, ça a été, OK, j'ai 1 an et demi pour écrire mon spectacle et pour être intermittent du spectacle. La première année, j'avais 24 ans. On va pas se mentir, je suis redescendu dans le sud, j'avais mon appartement, j'avais un appartement à Perpignan, plein centre-ville. J'avais 70 mètres carrés avec mes potes. J'avais des potes en plus qui étaient un peu comme moi dans un moment où on savait pas trop quoi faire de nos vies. Je n'ai rien branlé pendant 1 an. J'ai fait que sortir. Et en fait, j'avais repris au bout d'un moment, le chômage n'est pas n'est pas à vie, hein. Et donc j'avais repris mes études pour être agent immobilier. Donc je faisais un BTS en alternance. Ce qui a été le déclic en fait, parce que je me suis retrouvé dans une boîte à faire du phoning, donc à prendre beaucoup de négatifs toute la journée. Et en fait, ça a été le déclic de me dire, je peux pas faire ça de ma vie. Et j'ai commencé à avoir un psy qui m'a poussé justement à reprendre la scène. Et en fait, c'est allé extrêmement vite. Je suis devenu intermittent du spectacle en moins d'1 an, mais j'avais besoin de cet argent pour vivre. C'est-à-dire que il y a eu un moment donné où j'ai dû arrêter mon BTS parce que je pouvais pas faire les dates et continuer à aller en cours et à l'entreprise. Et donc du coup l'argent là, je l'ai vraiment utilisé pour vivre et pour, on va pas se mentir aussi, pour payer certains cachets parce qu'il manquait de l'argent. Donc on gardait l'argent en suspens pour ajouter quand il fallait en rajouter. On a fait ça comme ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont suivi et ils m'ont dit OK, tu arrêtes ton BTS, on va t'aider, on va te filer un coup de main, on va te produire dans un premier temps. Et on va financer quelques trucs pour t'aider. Donc ils ont financé mon premier festival d'Avignon, mes premiers déplacements où je gagnais pas ma vie, hein, on va pas se mentir, hein, tu sais, ce métier-là, des fois tu vas jouer dans des villes où on te dit viens jouer sur le Comedy Club, tu te payes ton trajet, tu te payes ton hôtel, tu te payes ta bouffe, tu joues 10 minutes gratos et on te fixe 5 balles à la sortie. Donc ouais, il faut se battre et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé et c'est ce qui a permis que je devienne intermittent très rapidement. Donc aujourd'hui, maintenant, j'en vis depuis 4 ans, donc maintenant ça va. Maintenant, je vis avec ça. En tout cas, merci de ta franchise et merci effectivement de cette interview pleine d'émotions. Jérôme Rache, donc humoriste, spectacle, pourquoi pas, notez-le bien sur vos tablettes. C'est à Paris, à la Divine Comédie et c'est coécrit avec Brigitte Blanc. Merci Jérôme, ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé dans Les Experts, dans ce podcast, eh bien vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr et puis comme je vous le dis, je suis à la recherche d'un sponsor pour Les Experts, donc n'hésitez pas, si vous connaissez une entreprise qui a envie effectivement de porter sa marque sur un podcast, eh bien dites-lui, faites-lui passer le message et je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à demain avec un nouvel invité. Merci Jérôme. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Hein. Yes.